Un jour, je suis enfant. Je joue dans le jardin et j'imagine que l'herbe que je foule n'est pas une pelouse, mais une forêt immense, et que je suis un géant. Et que je suis un géant et que les arbres du jardin sont de gigantesques colonnes insensées qui partent depuis la base de la forêt jusqu'à un ciel très lointain. Et que je suis un géant et que chaque petit gravillon de la cour est l'immeuble d'une ville gigantesque, d'une capitale traversée de rivières quand il pleut, de fleuves quand l'orage tonne, de lacs quand la tempête ne cesse pas. Et que je suis un géant et que j'habite une maison géante qui n'est pas une maison, mais un vaisseau monstrueux où vivent des milliards de personnes invisibles à l'œil nu. L'autre soir, je me suis rendu sur la crête de la colline où je vis pour regarder la nuit tomber sur la ville couverte de lumière. Ville semblable à ces crèches que nous faisions avec ma mère en bas du sapin de Noël. Crèches constituées de quelques minuscules maisons de céramique, de minuscules lampadaires de fer noir, de quelques minuscules habitants aux luges minuscules glissant sur les pentes minuscules d'un village enneigé par une poudre fine. J'imagine qu'on ne cesse jamais ce jeu des proportions et des disproportions. Il n'est pas anodin que mon imagination d'enfant se soit fixée sur cette manipulation des grandeurs. N'est-ce pas cela l'image ? La mise en boîte, la réduction à l'état de maquette du réel, et tout en même temps le gonflement à l'extrême du réel. N'est-ce pas cela, imaginer ? Faire tenir les proportions du monde dans la boîte de pétri de la pensée, jusqu'à ce qu'une idée aussi vaste qu'un continent tienne dans le circuit serré des synapses. N'est-ce pas cela jouer ? Amplifier la mesure des idées jusqu'à ce qu'elles deviennent assez grandes, assez lourdes, assez reconnaissables à l'œil nu pour être comme réelles, comme effectivement présentes. Comme toutes les fois où j'ai réellement cru que j'écrasais un monde en marchant dans l'allée. N'est-ce pas cela qui s'est passé la première fois où j'ai joué sur une scène de théâtre, à 6 ans, une pièce qui racontait l'histoire d'un pays plongé dans une nuit éternelle, et où j'ai cru, pendant l'heure qu'a duré le spectacle, être effectivement plongé dans le noir, être effectivement devenu aveugle, alors que des projecteurs puissants illuminaient mon visage. Il existe un procédé photographique qu'on appelle tilt shift ou effet maquette, qui consiste, je cite, à appliquer des effets de profondeur de champ ou l'ajout d'un flou inhabituel, vertical ou horizontal de l'objectif sur une photographie pour donner l'impression d'avoir la photo d'une maquette ou d'un objet en modèle réduit. Je me demande s'il faut comprendre ces photographies de la même manière que pourraient s'interpréter les têtes réduites des chouards d'Amazonie, c'est-à-dire comme un emprisonnement de l'âme d'un ennemi pour se prémunir de sa vengeance. De quoi veut se prémunir celui qui émiette le réel jusqu'à lui donner la taille d'une bille d'acier, d'un bibelot étrange, d'une boule à neige? Parfois, la pensée me fait l'effet d'un tel emprisonnement. Pascal considérait que la raison découvrait en elle-même, par elle-même, ses limites, sa misère. Misère entièrement contenue dans la disproportion fondamentale entre ses aspirations, à savoir la découverte des principes du monde, et son impuissance effective, son incapacité réelle à aboutir à cette découverte. Quand je regarde sur YouTube ces vidéos qui tentent de rendre compte de l'immensité de l'univers par une comparaison proportionnée des astres et des distances qui constituent la trame de fond de notre réalité, je suis moi-même ramené à cette misère fondamentale. L'univers applique sur moi un effet maquette. Et je n'étais pas si innocent quand, enfant, j'appliquais sur l'une de ces portions congrues un effet semblable, en diminuant la taille de ce qui m'entourait. Au fond, c'est bien sûr que, considéré à l'échelle, ce qui m'entoure est presque infini, c'est-à-dire presque incompréhensible, c'est-à-dire presque impossible de prendre avec moi, presque impossible à embrasser. Nous ne pouvons pas être autre chose que timides face au réel, nous ne pouvons pas faire autre chose que craindre de le prendre dans nos bras. Tout est trop grand. Le plus petit est déjà trop grand. Quand je dis presque infini, je ne me trompe pas.
Kant disait de l'infini qu'il était la source d'une antinomie de la raison, c'est-à-dire d'un bug, d'une anomalie telle que notre raison se nie parce qu'elle parvient à donner une forme lointaine à un objet qu'elle n'est pourtant pas capable de contenir. Notre raison a les yeux plus gros que le ventre, en quelque sorte. Or, quand je dis presque infini, je dis justement que dans mon esprit, les tailles que j'imagine, immensément grandes ou immensément petites, se terminent. Elles se terminent. Quelque part, ça se termine. Le jardin se terminait au portail blanc. Mon monde d'enfant, la forêt vierge de la pelouse, la capitale galactique de la cour intérieure, le vaisseau cubique monstrueux de ma maison, tout cela se terminait au portail blanc. Mais où se termine le monde ? Quelque part. Peut-être quelque part. Si le monde se termine quelque part, c'est que quelque part il existe une échelle objective de laquelle je pourrais en éprouver la taille et donc comprendre enfin ma situation, ma localisation, ma trajectoire. C'est le presque infini du monde qui cause en moi un trouble tel que je ne sais jamais comment me comporter avec les étoiles. Quand j'ai exploré les hypothèses contemporaines, voulant que l'univers ne se finit pas, j'ai éprouvé une sorte de contentement bizarre, une sorte de soulagement. Le repos est possible seulement dans un espace qui ne se termine jamais. Tous les joueurs de jeux vidéo comprennent qu'un territoire délimité, qu'un pays aux frontières fixes et connues, au moins théoriquement, pousse le joueur à l'exploration des limites. L'absurde ne se niche donc pas dans l'infinité. La misère pascalienne n'est pas découverte dans l'absurdité d'une existence vouée au néant face à la totalité immense et sans limite de l'univers. Ce n'est pas l'espace infini qui effraie, mais l'espace presque infini, l'espace théoriquement explorable, mais pratiquement inexplorable, l'espace qui pourrait l'être, l'espace qui peut l'être, l'espace qui se tient malgré tout au chaud dans la définition du territoire. Je dois admettre que cette idée de presque infini ne veut rien dire théoriquement. Rien ne peut être presque infini, puisque l'infini est infiniment différent de ce qui se termine. Qu'est-ce que cela veut dire, pour moi, maintenant, presque infini ? Cela veut dire que certaines choses sont si grandes ou si petites qu'elles produisent en moi un effet strictement semblable au bug que produirait dans mon esprit le concept d'infini lui-même. Et quand j'y pense plus profondément encore, je dois admettre que le presque infini est la porte à côté. Je crois même que l'enfant grandit en oubliant qu'il ne comprend pas le presque infini jardin où il joue. Ce presque infini, il doit faire comme s'il l'embrassait. Comme l'astrophysicien fait semblant de comprendre le presque infini des nébuleuses, des galaxies, des clusters locaux, nous devons faire semblant de comprendre le presque infini du réel. Considérer froidement chaque déplacement, de la route que fait l'enfant pour aller à l'école, au périple de Voyager 1, objet humain le plus lointain, se trouvant au-delà de l'héliosphère à 23 milliards de kilomètres de la Terre, est similaire à celui d'Achille dans le paradoxe de Xénon. Je me rappelle maintenant une lettre de Kafka à Milena que j'ai peut-être inventée parce que je ne la retrouve jamais quand je la cherche pour la lire à quelqu'un. Dans cette lettre, Kafka écrit à Milena qu'il ne pourra pas la rejoindre, alors qu'ils ont décidé de se retrouver à mi-chemin de leurs villes respectives. Kafka explique que, pour lui, la logistique nécessaire, l'organisation mentale nécessaire, la disposition intérieure nécessaire à un tel voyage, il ne la possède pas. Il ne sait pas comment faire pour traverser l'espace. Je crois maintenant que Kafka était cet enfant. Oui, cet enfant qui n'a jamais oublié le presque infini du réel. Cet enfant qui embrasse de force le presque infini du réel. Cet enfant soumis à un effet maquette continuel, à une réduction en miettes de ses proportions jusqu'à un insupportable presque rien dans lequel l'enfant kafkaïen devait définitivement s'étouffer.